Sauf changement de dernière minute, la reprise des cours est fixée pour ce lundi 19 septembre. Et si pour certains, rentrée scolaire rime avec excitation et nouveauté, eh bien pour d'autres, notamment les parents et les enseignants, c'est synonyme d'anxiété, de contraintes et parfois même de stress. Comment donc aborder la rentrée scolaire en toute quiétude? C'est le sujet du dossier de la semaine. Mais avant, on passe au décryptage. Cette décision du Conseil des ministres relative à l'absorption de l'hôpital d'instruction des armées par le Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Magad Cotonou. Une réforme majeure du système sanitaire censée optimiser les prestations et assurer un meilleur service de santé aux populations. Mais alors, quelles en seront les incidences pour les usagers? Voilà le sujet du décryptage avec les confrères. Si vous venez de nous rejoindre, eh bien vous êtes bel et bien sûr votre émission dominicale Week-Echo. Bienvenue à toutes et à tous. Tout de suite, le mini-journal. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal de ce dimanche sur Week-Echo. Le lymphome est une maladie du sang qui peut toucher tous les organes. Un cancer méconnu mais de plus en plus répandu. Depuis plus de 20 ans, le nombre de nouveaux cas de lymphome a presque doublé, principalement dans les pays développés. Amandine Aliamboussou. Un lymphome est un cancer du sang qui touche le système lymphatique. Méconnu, le lymphome est le 5e cancer le plus fréquent chez l'adulte. C'est également le premier cancer chez l'adolescent et le jeune adulte. Cette tumeur cancéreuse se développe dans différents organes contenant du tissu lymphoïde et notamment les ganglions lymphatiques, les amygdales, la muqueuse de l'intestin grêle, la rate, le foie, la moelle osseuse, les poumons et le thymus. Il existe deux types de lymphomes. Le lymphome hodgkinien, également appelé maladie de Hodgkin, et le lymphome non hodgkinien. Le lymphome a la particularité de pouvoir se déclarer à tous les âges de la vie. Mais c'est après 50 ans que les lymphomes surviennent le plus souvent. Ces causes demeurent encore obscures, toutefois, certains facteurs de risque sont retenus. Les expositions aux pesticides, aux solvants organiques et aux poussières de bois sont suspectées dans l'augmentation des risques de lymphome. L'obésité et une alimentation riche en viande, en graisse et en produits laitiers sont également associés à un risque plus important de survenue de la maladie. Les symptômes sont principalement des inflammations des ganglions lymphatiques, un gonflement indolore des ganglions au cou, aux aisselles ou à l'aine, des signes respiratoires ou abdominaux par compression d'adénopathie profonde, des sueurs nocturnes, de la fièvre ainsi qu'une perte de poids plus rarement. Le pronostic du lymphome est favorable et la plupart des patients sont réceptifs au traitement même à un stade avancé de la maladie. La prise en charge s'effectue sous la conduite du médecin spécialisé qui prendra la décision quant au protocole médicamenteux en fonction du lymphome, de l'âge du patient et des facteurs pronostiques. Le traitement des lymphomes repose surtout sur la chimiothérapie, l'immunothérapie et dans certains cas une intensification thérapeutique ou une radiothérapie seront proposées. Il n'est pas réellement possible de prévenir l'apparition d'un lymphome. Comme pour tous les autres cancers, un mode de vie sain est recommandé.
La sexualité est l'un des premiers sujets auxquels les jeunes sont confrontés. Malheureusement, pour de nombreux parents, c'est encore un sujet tabou. Une attitude qui engendre parfois des conséquences désastreuses dans la vie des jeunes filles inconscientes de la nécessité de sauvegarder leur fertilité. La préservation de la fertilité chez la jeune adolescente, c'est un sujet de Reine Ouéra et Elvis Tiakwe, présenté par Ilvaïs Balogun. Pour des millions de jeunes du monde entier, l'adolescence est le début de l'apparition des caractères sexuels secondaires. Un changement corporel qui nécessite la sauvegarde de la fertilité. La fertilité, c'est la capacité à concevoir un enfant. Qu'il s'agisse du garçon comme de la fille, se prémunir du fléau de l'infertilité qui augmente d'année en année devient alors impérieux. Plein de choses qui peuvent atteindre et empêcher cette fertilité. La jeune fille, c'est celle qui va voir arriver ses règles. D'abord, nous sommes dans une culture, et il y en a beaucoup d'autres dans le monde, où c'est tabou. Jamais la mère même n'explique à la fille qu'est-ce que c'est que les règles. Apprendre aux jeunes filles bien leur anatomie et que, attention, il va leur arriver ça qui va réellement transformer leur vie. En plus d'une bonne hygiène sexuelle sans partenaires multiples, une bonne hygiène de vie comme éviter de fumer, de boire de l'alcool et de consommer des stupéfiants est recommandée dans la préservation de la fertilité. Parmi les anomalies qu'on va essayer de dépister très tôt, c'est les anomalies des ovaires. Et il faut que les trompes restent perméables. Et là, il y a des tas de maladies qui attrapent les trompes, telles que l'endométriose, telles que des inflammations, par exemple, après une appendicite, qui est tout proche de tous ces organes-là, peuvent arriver. Comment ça va se traduire? Par des règles très, très douloureuses. Une jeune fille, après 2 ans d'installation de ses règles, elle doit avoir été vue par un médecin. Par un qui va lui expliquer, qui va chercher. T'as pas mal, plus de 3 jours, t'es pas pâle, car quand on saigne beaucoup, on est anémique, on manque de sang, on perd ses cheveux, on est fatigué, on dort en classe, on rate 3 jours de cours. Pour être à l'abri de ces conséquences, la responsabilité et l'accompagnement des parents sont engagés afin d'éviter à la jeune adolescente d'éventuelles anomalies anatomiques. Considéré comme un vieux métier, le cordonnier fabrique, répare ou vend des chaussures. Vu comme une activité de basse classe, la cordonnerie s'est réinventée un nouveau monde avec de nouvelles techniques de fabrication de chaussures, ce qui fait désormais de ce métier une véritable source de revenus. Il constitue également une opportunité d'emploi pour bon nombre de jeunes béninois. La cordonnerie d'hier à aujourd'hui, un reportage signé Marcel Betoro et Igor Ayoso. Hilaire est cordonnier. Chaque jour, il reçoit une dizaine de clients dans son atelier. La demande est variée, mais la matière première demeure la même. Ici, les différents types de chaussures qu'on fabrique, vous avez les tapettes simples, les chaussures bandes croisées, 2 bandes, 1 bande. En plus de ça, nous avons aussi les fermés et les babouches. Nous avons premièrement besoin de la matière cuir. Le patron, à part ça, quand vous avez le modèle que vous avez fabriqué, il y a la semelle. À part la semelle, vous avez le carton, le chiffon, les garnitures. Et puis, il y a aussi un autre cuir qu'on met à l'intérieur. On a aussi besoin de la colle, surtout. Exercer le métier de cordonnier nécessite une formation bien spécifique. Il faut forcément avoir les aptitudes de couture avant de s'y mettre, c'est très important. Donc dans la formation, il faut aussi apprendre à coudre. C'est aussi une autre étape carrément. Donc il y a certains cordonniers, il y a d'autres qui avec la couture, ils ne peuvent pas, c'est un peu difficile. Tu prépares le cuir, après tu vas donner ça au matelassier pour la couture. Mais quand tu te formes correctement, tu fais aussi la couture. Comme ce client, nombreux sont ces Béninois qui ont adopté le Made in Bénin. Je préfère nettement les chaussures de chez nous parce qu'on a des cordonniers aujourd'hui qui ont de l'ingéniosité. Ils ont
l'esprit très créatif, ils font de bons designs avec aussi de très bonnes qualités de matière qu'ils utilisent. Donc, sincèrement, moi, je préfère beaucoup plus les chaussures de fabrication traditionnelle, mais avec une certaine finesse. Nous aimons plus les chaussures fabriquées au Bénin, plus que les autres pays. Et pour satisfaire la demande sur le terrain, certains Béninois comme Hilaire ont fait de ce métier leur source de revenus. Le modèle là, c'est fait chez nous, on appelle ça les babouches. C'est en cuir également. Il y a aussi par contre, celle-ci aussi, c'est fait, on appelle ça le sandal. Le sandal, c'est fait chez nous. Il y a un parlant plus de chaussures, c'est fait chez nous. Ça permet de nourrir son homme. Il y a les bonnes dames qui arrivent, certaines qui viennent chercher et revendre. Avec le secteur, on arrive à joindre les deux bouts. Et il m'arrive d'exporter mes produits. La cordonnerie est l'un des métiers du secteur artisanal. Il participe également au développement économique du pays. Vers la fin d'année, les gens viennent, on paye l'impôt. Il y a aussi les gens de la patente, on paye. La cordonnerie, un métier négligé au départ qui attire plusieurs jeunes aujourd'hui. Développer davantage le métier pourrait être une source de grandes opportunités d'affaires pour ces artisans. Ce sera tout pour le mini-journal de ce dimanche. Ne zappez surtout pas. Wikeko se poursuit avec Ulvaeus Balogun. Merci à vous, Nadège Omolari Sani. Et sans transition, on passe à la revue de presse économique. Arnaud Adadia a parcouru les journaux cette semaine. Amis téléspectateurs, salut. Année scolaire 2022-2023, le calendrier des activités pédagogiques désormais disponible. La pré-rentrée a été effective le 12 septembre 2022 et la rentrée elle-même au 19 conformément au calendrier préétabli. La presse du jour apporte l'information en pied de page et l'événement précis constate les difficultés des parents à faire face aux charges de la rentrée. Préparatifs de la rentrée scolaire 2022-2023, les parents asphyxiés par la cherté des fournitures, indique le journal. Rentrée scolaire, pendant qu'on y est, affaire manuel scolaire du CP à imprimer en Inde, Matin Libre rend public les raisons du gouvernement. Le ministre de l'enseignement maternel et primaire s'est expliqué. Oui, le ministre s'est expliqué cependant, des craintes subsistent chez les travailleurs de la CSA Bénin, note le Canard. L'autre information rapportée par la Nation concerne l'acquisition prochaine de 188 ambulances. Ce faisant, le gouvernement veut améliorer le transport sanitaire d'urgence sur toute l'étendue du territoire. L'information est en manchette du quotidien du service public. Le gouvernement n'est pas soucieux que du transport sanitaire d'urgence. Il est également préoccupé par la qualité des soins avec l'installation des membres de l'autorité de régulation, annonce l'événement précis. La presse du jour et la Nation sont revenus sur la cérémonie d'installation. Ils sont désormais 9 membres assiégés au sein de cette institution. Ils ont pour mission de prendre la relève du gouvernement pour la supervision et le contrôle de la mise en œuvre efficiente de la politique sanitaire nationale et la régulation de l'offre des soins dans toutes les dimensions, écrit la Nation. Enfin, l'embauche et la gestion des dockers. Revue. C'est la fin du calvaire. La mise en place d'un guichet unique a été annoncée dans le dernier Conseil des ministres et relayée par nos confrères des quotidiens Matin Libre et La Nation. Pêle-mêle, pour finir, le prix des amendes de carité fixé et l'indice de développement humain 2020-2021, déjà classé faible, le Bénin encore mal noté, informe Gaskiani Info. Fin de cette revue, à dimanche.
Merci à vous, Arnaud Adadia. On vous retrouve dans quelques minutes pour le dossier de la semaine. Et puis, je le disais, au terme du Conseil des ministres du 7 septembre dernier, eh bien, le gouvernement a décidé d'intégrer l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou au CNHU. Décision censée renforcer l'hôpital de référence sur plusieurs plans et ainsi permettre aux patients de bénéficier de meilleurs soins. Mais alors, quelles en sont les implications? C'est le décryptage. En plateau, avec moi, deux confrères installés. Christian Sessou. Christian, bonjour. Bonjour, Ilvaïs. Merci d'être avec nous. À côté de Christian, Stéphane Ahinrossou. Stéphane, bonjour. Bonjour, Ilvaïs. Merci d'être là. C'est moi. Alors, je le disais, depuis, on va dire, 2 semaines déjà, le gouvernement a décidé d'intégrer l'hôpital d'instruction des armées au CNHU. Et quand on sait que depuis janvier dernier, les hôpitaux, notamment d'instruction des armées, ont été intégrés au portefeuille du ministère de la Santé, quelle est la lecture que vous faites de cette, on va dire, cette suite de décisions? Il faut déjà commencer par dire que cette décision prise par le gouvernement en Conseil des ministres le 7 septembre des derniers, lorsque nous analysons les motivations émises, en fait, qui ont milité en faveur de cette décision, on peut dire que le gouvernement est dans une logique d'amélioration du système sanitaire de notre pays. Le gouvernement est également soucieux de mettre en place un système unique de gestion de notre arsenal sanitaire. Donc, pour moi, c'est une bonne décision. C'est une décision à saluer, vu les motivations, vu les projections qui sont faites par le gouvernement. Maintenant, reste à savoir si dans la mise en application de cette décision, tous les contours seront respectés, puisque ce n'est pas simplement les décisions qu'il faut, il faut la mise en application de cette décision, et c'est par rapport à la mise en application de cette décision-là qu'on pourrait trouver des choses à dire, puisque les militaires ont leur pratique, les civils ont leur pratique. Quand on va intégrer les deux systèmes en place, qu'est-ce que cela va donner? Est-ce que les patients, le référencement des patients se fera de façon égalitaire? On va essayer de voir. On va revenir dans tout ça, dans les échanges. Déjà, la même question s'adresse à Christian. Votre appréciation de cette annonce? Tout de suite, quand la décision est sortie, j'ai eu une réaction, celle d'un Béninois lambda. Je me suis posé la question tout de suite de savoir pourquoi mettre deux structures sanitaires ensemble alors que l'État n'a pas forcément assez d'hôpitaux et faire disparaître d'autres par absorption. Donc c'est une première réaction, une perception vue dans la forme. Mais je suis allé plus loin, je me suis dit, bon, en temps, les gendarmeries étaient sous tutelle du ministère de la Défense. Tout à fait. Avec les réformes. Il y a eu la fusion avec la police républicaine. Parce que les gendarmeries sous la bannière du ministère de l'Intérieur. Tout à fait. Il faut là deux forces qui ont les mêmes ambitions, mais qui demandent deux budgets différents sous le même ministère. Il fallait les fusionner pour mutualiser les ressources. Tout à fait. Ce qui a engendré la police républicaine. Et on a vu les résultats. On a vu les résultats. Donc c'est aussi la même chose, toujours dans les réformes. Les hôpitaux des armées qui étaient sous le ministère de la Défense en janvier, vous l'avez rappelé. On revient sous le ministère de la Santé. Donc il faut aller aussi les mutualiser pour qu'il pour plus d'efficacité et moins de budget en fait, que les budgets ne soient pas disparates. On parle de rationalisation des ressources. Donc peut-être... Autrement dit, si je vous suis, c'est que bon, sur le coup, cette décision vous paraît plutôt légitime, indispensable. Il fallait en arriver là. Tout à fait. Alors, on sait que le gouvernement, depuis plusieurs années, a annoncé une certaine réforme dans le secteur sanitaire, notamment la
la mise en place de la carte sanitaire du Grand Nokoué. Et cette décision participe un peu de la mise en œuvre de cette carte sanitaire. Est-ce, à votre avis, une efficience? Est-ce une façon d'être plus efficient dans la mise en œuvre de cette réforme-là? Mutualiser ainsi les hôpitaux. Oui, quand on suit ce gouvernement dans ses actions, on peut dire que c'est un gouvernement qui a le souci non seulement de l'efficacité et de l'efficience. Et ce qui se fait actuellement s'inscrit dans la suite logique des différentes décisions qui avaient déjà été prises. Mais moi, je crois personnellement que cette décision qui vient d'être prise, comme l'a souligné le relevé du conseil des ministres, c'est de ne pas éparpiller les énergies, c'est de concentrer les énergies pour pouvoir utiliser de façon sereine et rationnelle les ressources disponibles. Parce que lorsqu'on va au niveau de l'hôpital des armées, il y a des services qui sont mieux fournis, alors que quand on vient au CNHU, il n'y en a pas du tout. Ils sont moins fournis. Moins fournis. Et pour le Béninois ordinaire, quand on dit hôpital des armées, on a comme l'impression que c'est trop cher, c'est la technicité, etc. Donc, les mettre ensemble, moi je crois que ça va démystifier un peu la chose et ça va permettre aux populations d'avoir accès à des soins de bonne facture. Alors, Christian, Stéphane le dit si bien, hein, cette mise en commun de ces deux structures-là permet de rationaliser, d'utiliser aussi bien le matériel de l'instruction des armées, de l'hôpital d'instruction des armées, de pouvoir l'utiliser aussi bien au CNHU, de mutualiser les deux. On va dire que le gouvernement a bien vu là-dessus. Oui, bon, désormais, l'hôpital d'instruction des armées est devenu un pôle du CNHU. Bon, et le gouvernement a d'abord posé un diagnostic. On a vu qu'il y a des spécialités au niveau de l'armée. Et ces spécialités ne sont pas forcément au niveau du CNHU. Actuellement, avec la fusion, le CNHU, disons, a grandi. Il y a maintenant toutes les spécialités, bon, pas toutes les spécialités, mais il y a plus de spécialités maintenant. Plus de plateaux techniques, de moyens pour donner la qualité des soins aux patients. Seulement que, vous savez, au niveau de l'armée, c'est la grande miette de la discipline. Et puis, ils ont leur façon de fonctionner. Et certains patients préfèrent aller à ce niveau. Maintenant, avec la fusion, peut-être que ces Béninois vont se dire non. Est-ce qu'il n'y a pas... Parce que chaque fois qu'on dit ça, d'autres sont un peu réticents. Ils disent non, là-bas... Bon, pendant longtemps, le CNHU a été qualifié de mouroir. Donc, peut-être cette fusion va changer la donne parce que les militaires, la discipline qu'il faut... Vous savez, c'est vrai que le droit de grève a été revu au niveau... dans le secteur public. Mais au niveau, chez les militaires, ils n'ont jamais fait de grève. Vous savez, quand l'hôpital est paralysé, c'est là-bas que les gens vont se faire référer pour avoir les soins de qualité qu'il faut. Maintenant, est-ce que cette discipline sera imposée aux civils aussi? Et justement, ça nous permet d'aborder ainsi la question des craintes qu'on pourrait nourrir sur la base de cette fusion-là. C'est que déjà, vous l'évoquez si bien, les hommes des rangs ont une certaine obligation de rigueur, obligation de résultat, ce qui n'est pas forcément le cas quand on est civil. Et donc cela s'explique par le fait que certains préfèrent l'hôpital d'instruction des armées que d'aller au CNHU. Alors justement, est-ce que le risque n'est pas, avec cette fusion, que peut-être ceux qui sont laxistes, les civils, on va pas les stéréotyper, hein, mais ceux qui sont laxistes contaminent par exemple les hommes des rangs? De toute façon, les gens de l'armée vont continuer à faire leur travail. Il y avait une inquiétude comment ils seront traités avec la dernière sortie du porte-parole. Leurs avantages sont préservés. Donc ils auront toujours la même motivation. Et peut-être avec leur motivation, les civils aussi vont
rentrer dans la danse. Reprendre le pli. Donc ils n'ont pas le choix parce qu'il y aura des civils. C'est ça. Parce que d'autres ne seront pas en train de s'acharner, d'autres vont se reposer. Alors justement, ce sont les civils qui sont les plus dans la ligne de mire, Stéphane. Non, moi je crois qu'au niveau des militaires, comme l'a si bien dit le confrère tout à l'heure, au niveau des militaires, le problème ne se pose pas puisque la gestion de leur carrière, la gestion du personnel est assurée par le ministère de la Défense. Tout à fait. Maintenant, moi je crois que c'est deux cultures qui veulent se rencontrer. Et je veux bien croire qu'il n'y aura pas un choc pour repousser ces deux cultures-là. Sinon que moi je veux dire que lorsque les militaires vont commencer par côtoyer les civils, je crois que les civils seront obligés d'intégrer la dynamique. Parce que ça va faire un effet d'entraînement. Bon, et d'une manière ou d'une autre, ils finiront par découvrir qu'ils sont vraiment des paresseux, ou bien du moins qu'ils ne font pas ce qu'il fallait faire. Le plus important aujourd'hui par rapport à cette réforme, c'est déjà qu'il soit militaire ou qu'il soit civil, c'est de savoir que c'est la santé des populations qui est en jeu et que de toutes les manières, chacun doit faire le travail pour lequel il est rémunéré afin que la santé publique soit garantie pour tout le monde. Maintenant, l'autre chose, pour moi, qui constitue aussi une implication sur laquelle il faut aussi réfléchir, c'est que la question du référencement. Nous sommes au Bénin. On peut bien avoir des services au niveau de l'armée, parce que lorsqu'on a fusionné, il y aura forcément une certaine facilité. Nous sommes d'accord ? Il ne faudrait pas que dans la gestion des patients, il y ait une sorte de ségrégation. Il faudrait que tous les patients soient traités au même pied d'égalité. Voilà, soient traités au même pied d'égalité. S'il y a des services là-bas qui sont bien fournis techniquement, où il y a des spécialistes, si des patients viennent, qu'on les réfère là-bas, qu'on ne dise pas, bon, restez ici, qu'on les traîne, en fait, les scénarios qu'on a l'habitude de voir au CNHU, que cela soit équitable pour tout le monde. Et je crois que le gouvernement doit être aussi regardant par rapport à cet aspect des choses. Au-delà de tout ça, il y a quand même un travail à faire au niveau du CNHU, parce qu'on est tous d'accord que l'hôpital d'instruction des armées, il y a plus de rigueur, une gestion assez sur les résultats, et c'est au niveau du CNHU qu'on a toujours décrié la façon dont les choses se faisaient. Alors, est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas, vu que les deux entités sont ensemble maintenant, peut-être penser à nommer un homme des armées à la tête pour mieux impliquer ou mieux implémenter cette gestion axée sur les résultats et pouvoir sanctionner parfois quand il y a mal donne? Oui, je veux dire que déjà le CNHU avait déjà connu, tout à fait, un directeur qui est venu de l'armée. En uniforme. Et vous devez constater qu'à cette époque, les choses ont connu une nette amélioration. Moi, je trouve que ce serait une bonne proposition. Puisqu'on les a fusionnés, d'une manière ou d'une autre, les militaires ne voudront pas se laisser diriger par des civils. Donc on va voir comment le ministre de la Santé va gérer ce dossier-là. Va gérer ce dossier. Mais je pense qu'un homme en uniforme, un militaire à la tête du CNHU désormais fera bonne affaire. Oui, votre réaction, Christian? Oui, pas forcément mettre un homme en uniforme à la tête du CNHU. C'est vrai que par le passé, sous Yahi, le colonel Idriss Abdoulaye était DG CNHU, mais malgré que c'était un homme durant qu'il était là, ça n'a pas trop changé. Peut-être parce qu'il n'y avait que des civils sous son... Maintenant, c'est la première fois que c'est une expérience. Aujourd'hui, avec les réformes, un civil peut diriger un militaire. Tout à fait. DG douane, mais ça n'a pas changé. Grande chose. Donc c'est une question de volonté. Si on veut faire bien, on va bien faire. Alors, il y a que... On sait que le CNHU, c'est l'hôpital de référence, en tout cas pour le moment, en attendant la construction de l'hôpital sous-régional d'Abomey-Calavi. Alors justement, déjà, mutualiser ainsi les énergies du CNHU, les énergies de l'hôpital d'instruction des armées,
Est-ce qu'on s'est posé la question de la façon dont les usagers vont pouvoir désormais se retrouver? Parce qu'il y a les usagers qui étaient exclusivement du CNHU, exclusivement de l'hôpital d'instruction des armées. Et quand on sait qu'à l'hôpital d'instruction des armées, il y a un suivi, un dossier et tout ça, mettre ces dossiers-là tous ensemble désormais, pouvoir référer quelqu'un de l'HIA au CNHU, du CNHU au HIA, est-ce qu'il n'y a pas des risques que les usagers se retrouvent un peu lésés dans cette façon de faire? Bon. Au début, ils vont se perdre un peu, mais aujourd'hui, c'est une seule administration. Même si vous allez au niveau de l'HIA, on va vous orienter vers l'administration, on va vous prendre en charge. Et si c'est dans ce pôle-là, ce pôle qu'il faut vous prendre en charge, ils vont le faire. C'est juste que ça a changé de nom. C'est le pôle du CNHU. Mais on peut prendre toujours des patients là. C'est vraiment que c'est la même administration cette fois-ci. Ce n'est plus les militaires, une administration à part. Oui, moi je pense que ça va être une réorganisation au niveau de l'administration et au niveau de l'organigramme. On va pouvoir réorganiser les services de manière à ce que un patient qui intègre un service puisse avoir les différentes prestations qui sont fournies à ce niveau-là. Donc il faut pouvoir réorganiser les services et mettre en place un système provisoire d'orientation des patients désormais. C'est pourquoi tout à l'heure je parlais de référencement. Il faut pouvoir orienter les patients et c'est l'administration qui est là actuellement qui doit pouvoir faire ce travail-là. Si ce travail est bien fait, je pense que les patients ne devraient pas avoir de soucis à ce niveau-là. L'autre question qui se pose aussi, c'est la question du coût. Les coûts ne sont pas forcément les mêmes dans les deux, donc il va falloir harmoniser les coûts pour permettre aux patients. Ce qui est intéressant, c'est que selon le porte-parole, c'est que déjà la gestion des militaires, parce qu'on sait que les militaires, quand ils vont à l'hôpital d'instruction des armées, ils sont suivis, ils payent pas de la même façon que les civils. Au moins ça, ce sera préservé à leur corps. Désormais, il faudra penser à revoir les coûts pour le simple citoyen qui n'est pas des forces armées. Absolument. Cela ne va qu'intégrer qu'une justice sociale. Donc je pense qu'il faut pouvoir, comme tu viens de le dire tout à l'heure, harmoniser les prix de manière à rendre les soins accessibles à tous les Béninois. Il ne faudrait pas que certains se sentent lésés alors que d'autres sont privilégiés. Nous sommes tous des enfants de ce pays et nous avons, l'État a le devoir et l'obligeance d'offrir des soins de qualité à ses concitoyens. Et je pense, je ne doute pas de la bonne foi de ce gouvernement à aller dans ce sens-là. Christian? Oui, le porte-parole a rappelé que c'est toujours pour une grande efficacité dans la prise en charge. Donc, c'était géré par les militaires, ils ont organisé comme ils voulaient. Maintenant que c'est venu au niveau du ministère de la Santé, et le ministère de la Santé a voulu réorganiser sa chose, c'est pas pour avoir plus d'incidence, c'est pas pour compliquer la tâche aux citoyens béninois. Donc, c'est toujours dans l'optique de donner une même prestation à coût réduit que l'État a pensé à la fusion des deux entités sanitaires. Alors, cette semaine, on a assisté à l'installation des membres de l'autorité de régulation du secteur de la santé, toujours dans la mise en œuvre des réformes de la carte sanitaire du Bénin. Cette réforme qui vient rajouter aux autres réformes déjà en cours. Ça peut apporter quoi à cette autorité? Donc c'est toujours pour une efficacité dans la gestion de la chose publique que l'État, dans son processus de réforme, a installé les 9 membres. Seulement que moi, je suis nationaliste, je ne sais pas pourquoi c'est le chef d'État qui a fait son casting, connaît les profils de ceux qui ont été sélectionnés, mais on a appris qu'il y a des étrangers dans cette sélection. Mais s'ils peuvent apporter quelque chose, c'est tant mieux, non? Est-ce que l'expertise manque? Quand on emploie un étranger, vous savez... Oui, l'incidence financière. Est-ce qu'on ne pouvait pas envoyer les gens en formation? Quand on sait que ces réformes vont aboutir à l'installation des membres, on pouvait envoyer les notes en formation. Parce que dans la liste, il y a 2 étrangers, il y a des Béninois qui n'ont jamais résidé au pays, qu'on a fait revenir pour faire le travail. Est-ce que c'est toujours
Ça participe toujours à mieux comprendre l'environnement. Si on parle de rationalisation des ressources, on fait revenir, je crois qu'il a... Des craintes légitimes. Malheureusement, vous n'êtes pas au niveau décisionnel. Alors, non, je pense que je partage son souci nationaliste là, mais il faut dire que cela intègre la logique du chef de l'État. Il a déjà annoncé les couleurs quand il disait que le Bénin était un désert de compétences. Il va chercher les compétences ailleurs. Ce qui est sûr pour développer le pays. Si ça va coûter aux contribuables. Non, mais la logique au moins, c'est qu'on sait là où on va et on se donne les moyens d'y arriver, peu importe d'où les moyens viennent. Mais le faire ainsi, on se demande bien s'il n'y a pas au Bénin des gens capables de faire ça. Maintenant, au-delà de ça, moi je veux ajouter ceci que, voyez, c'est bon, hein. Ça va être un organe de contrôle, un organe d'affinement des politiques sanitaires et tout, mais ça alourdit le budget. Moi, je pense qu'au moment où on dit qu'on est dans le hautement social, il faut orienter ces ressources-là vers le social. Il ne faudrait pas créer des structures budgétivores qui vont encore pomper les ressources, alors que... Mais avec l'ambition qu'on a pour le réforme, pour le secteur, j'allais dire, je pense que cette autorité ne vient pas comme un cheveu sur la soupe, parce que là on a l'hôpital des armées, l'hôpital d'Abomey-Calavi de référence, et il va falloir forcément faire venir des spécialités. Tout ça, il faut un organe, un peu comme dans le secteur éducatif où on a le Conseil national. Il faut un organe pour superviser tout ça. Bon, on va apprécier à l'aune des résultats, je veux dire. Merci, chers confrères. Vous avez quelque chose à ajouter, des craintes, des observations sur nos échanges par rapport à ce sujet? Non, je veux juste demander aux acteurs du secteur de la santé de notre pays de faire en sorte que le CNHU ne soit plus un mouroir. Ça n'honore pas notre pays, et quand on sait que lorsqu'on dit à un Béninois va au CNHU, c'est comme si vous lui dites va mourir. Je pense qu'il faut que le gouvernement, comme il le fait déjà, travaille à améliorer cette image-là. Christian? Oui, la fusion est une innovation, donc au moins la crainte des gens à aller peut-être du côté du CNHU, peut-être quand ils savent que les deux sont ensemble, mais que les militaires sont là pour travailler d'arrache-pied pour leur santé, peut-être que cette crainte va baisser un peu. Donc il faut que les patients aussi commencent par faire confiance. Ça. Et il faut dénoncer aussi. Il faut dénoncer, parce que souvent les critiques, c'est entre nous. On va là-bas à Tétole, donc il y a des expressions, il faut faire confiance à l'État. Il faut faire des dénonciations pour que ça soit corrigé. Quand ça ne va pas, il faut dénoncer, chers concitoyens. Merci à vous, chers confrères, pour ce décryptage. Stéphane Ahinrossou, Christian Sessou, merci d'être passé sur ce plateau. On installe tout de suite le dossier de la semaine. Excitation, nouveauté, angoisse, stress, tel est le lot de sentiments qui animent apprenants et parents d'élèves, voire même enseignants en cette période de reprise des classes. Alors, comment faire pour garantir une bonne année, une bonne rentrée et par ricochet une bonne année scolaire à tous ces acteurs? On suit cet élément qui revient sur le point des préparatifs, le temps d'installer notre invité. En cette veille de la rentrée des classes, l'effervescence observée généralement n'est pas au rendez-vous. À Cotonou et environ, les stands de vente de sacs, de cahiers et de manuels scolaires sont encore vides. Il n'y a pas beaucoup d'affluence, on ne vend pas. Les clients se plaignent beaucoup par rapport à la cherté des articles. Et les articles sont un peu plus chers par rapport à l'année dernière. Les parents ne sortent pas parce qu'ils pensent que, genre, en attendant le jour de la rentrée ou après la rentrée, les prix vont baisser. En ligne de mire, la cherté des prix des produits exposés. Je suis là pour l'achat des fournitures des enfants. Mais là, vraiment, on est là. Les prix cette année, ce n'est pas du tout la joie. Et on ne sait pas si
on pourra même s'en sortir. Mais si certains se plaignent des prix, d'autres par contre se disent prêts. Je suis déjà prêt, j'ai déjà acheté toutes les fournitures scolaires à mes enfants. J'ai déjà cousu les kakis, confectionné, en tout cas tout est prêt. Loin des lieux de vente, c'est déjà la pré-rentrée dans certains établissements. Est-ce que dans ces conditions-là, vous avez le problème de suivi scolaire à mettre à exécution? L'enfant est les épouvante. Ici, à l'école primaire publique Sainte-Rita, se tient une réunion entre les parents d'élèves et le corps enseignant. Il est question de poser les jalons d'une année scolaire apaisée. Entre nettoyage, conseils aux parents d'élèves pour le suivi de leurs enfants, tout y passe. Nous souhaitons que les parents viennent nombreux nous aider à bien mettre au propre le complexe, pour ne pas dire l'école, et les abords immédiats. Et le lundi, nous aurons la facilité de commencer effectivement le travail pédagogique et autres. Les parents doivent déjà être en possession des fournitures scolaires, des emplois du temps et déjà se préparer pour revenir ici le lundi. Et lundi, nous devons commencer par travailler dans les classes. Voilà qui donne le ton d'une bonne reprise des classes ce lundi 19 septembre. Et voilà, hein, on y est, lundi 19 septembre, on y est déjà. Et on parle donc de la rentrée et pour en parler, on reçoit ce matin professeur Toussaint Sagbo-Fanou. Professeur, bonjour. Bonjour mon cher ami, merci bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'être avec nous. Pour m'accompagner dans les échanges, Arnaud Adadia. Arnaud, bonjour. Bonjour. Monsieur Sagbo, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Tout de suite, la première question que j'ai à vous poser, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour une bonne préparation de la rentrée? Merci pour cette actualité poignante. Ouais. D'abord, une bonne préparation de la rentrée. On peut s'attendre à ce que je dise que c'est financièrement si, c'est matériellement ça. Mais je crois que c'est d'abord psychologique. Ouais. Il faut préparer son enfant. Je me mets dans la peau d'un parent. Ouais. Je le mets à l'aise. Je les mets à l'aise. Et je leur démontre que leur avenir va se jouer bientôt et qu'ils s'en vont pour la réussite. Ça, c'est ce que nous disons à nos enfants sur le plan de la communication, parce qu'il faut beaucoup communiquer à ce sujet. Ouais. Mais ça fait un. Évidemment, ça ne résout pas tous les problèmes. C'est bien qu'on s'apprête pour courir ou bien pour aller au succès. Il faut bien avoir le matériel de travail, le matériel didactique. Il faut alors faire en sorte que l'élève soit psychologiquement à l'aise parce qu'il aura constaté que papa et maman ont mis à sa disposition le matériel ou l'outil nécessaire pour affronter cette rentrée-là. Et il faut s'assurer qu'il a fait cas de ses besoins. Parce que vous pouvez estimer qu'un enfant, il va loin, il va jusqu'à 100 mètres, 200 mètres d'ici. Comment est-ce que je vais m'arranger pour lui trouver une bicyclette? Et pendant ce temps, lui, sa préoccupation n'a rien à voir avec une bicyclette. Tout à fait. Sa préoccupation, c'est peut-être une paire de baskets, une paire de baskets flambant neufs. Et puis là, vous voyez, la différence est grande. Donc, c'est pour cela qu'il faut communiquer avec l'enfant, l'apprenant, pour savoir ce qui l'importe le plus par rapport à la rentrée, les préoccupations qui sont les siennes et puis ce dont il a le plus besoin. Nous savons que dans les ménages, tous les parents ne sont pas toujours présents ou il y a des couples qui sont disloqués. Et l'implication directe, c'est qu'il en arrive de ces écoliers ou élèves-là qui ne sont jamais prêts pour la rentrée. Oui, vous avez raison. Et c'est là justement la responsabilité des parents. Que je sois avec mon épouse ou pas, nous avons le devoir de faire en sorte qu'en ce moment précis, l'enfant sente que les deux géniteurs sont à ses côtés. Il n'y a pas à dire, bon, elle est partie avec les enfants, qu'elle s'en occupe. C'est une zouave. Non. En ce moment précis, on fait table rase de tout. On regarde tous dans la même direction. C'est-à-dire la direction où se trouve l'enfant pour jouer le rôle qui est le vôtre jusqu'à ce que cet enfant devienne suffisamment grand pour ne plus avoir besoin de vous. Encore que ne pas avoir besoin de vous, c'est théorique. L'enfant a toujours besoin de ses parents, même s'il a 50 ans. Donc, les parents disloqués, c'est un problème. Mais ça devient un problème moindre
lorsque les parents comprennent qu'ils ont chacun un rôle à jouer qui va agir sur le mental de l'enfant. Parce que l'enfant qui constate que papa et maman se regardent en chien de faïence, il se demande à quel sein il va se vouer. Et ça agit forcément sur la psychologie de l'enfant. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut éviter. En termes de préparatifs, il y a de ces enfants-là qui ont tout à leur portée. Papa est là, maman est là, mais eux, ils ne veulent écouter personne. Ces enfants-là, comment est-ce qu'il faut les gérer à cette veille de la rentrée? C'est délicat parce que quand vous avez un enfant qui ne veut pas vous écouter, c'est déjà un problème. Parce que l'enfant est fait pour écouter ses parents. Même si papa est un soulard, excusez-moi le terme, même si papa prend tous les matins un quart de litre de soda-bi et qu'il est toujours dans les vapes, il faut que l'enfant cherche à communiquer avec ses parents, à les écouter et que la maman aussi puisse être écoutée, parce que nos géniteurs ont toujours quelque chose à nous apporter, même s'ils ne connaissent pas papier. Ça, il faut que ce soit connu de tout le monde. Les géniteurs ont une longueur d'avance sur nous. Ils nous ont mis au monde. Ils ont déjà fait le parcours. Ils ont déjà fait tout le parcours. Si vous dites, écoutez, moi j'ai eu le BPC et puis moi je suis en seconde et puis maman elle ne sait même pas lire. Si vous faites cette erreur en tant qu'enfant, c'est vous qui êtes dans le baba, comme on dit. Vous ne devez jamais en arriver là. Il faut écouter maman, même si c'est une dame qui va faire lessive partout pour tout le monde, c'est votre maman. Elle a quelque chose à vous dire. Et puis elle vous aime plus que tout. Donc, les enfants qui ne veulent pas écouter leurs parents, il faut d'abord prier pour qu'ils puissent rentrer dans le bercail. Maintenant, il faut chercher des gens. Il y a forcément quelqu'un dans la famille ou dans la société qui fait leur admiration, envers qui ils penchent le plus. Il faut aller négocier avec celui-là. Là, vous êtes en train de faire une transition sur le rôle de l'entourage, du milieu, du cadre de vie, du milieu social. C'est indispensable. C'est pour cela que ça réussit toujours mieux dans les espaces communautaires que dans les espaces où chacun joue le street minimum. Oui, c'est-à-dire chacun pour soi, chacun dans son coin. Ça n'éduque pas toujours. Mais malheureusement, c'est la société dans laquelle on est aujourd'hui, l'individualisme. Hélas, oui. Vous voyez quand dans nos villages, dans les années, enfin il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous quand vous sortez de chez vous, l'oncle là qui habite à 100 mètres est prêt à vous corriger si vous faites un faux pas. Absolument. Et si jamais vous retournez à la maison en pleurant et qu'on sait que c'est parce que vous avez failli, que tonton vous a tapé, on vous tape davantage. Donc la communauté éduque. Mais aujourd'hui, la communauté elle-même n'est pas suffisamment éduquée pour éduquer. Et c'est là le drame. Mais comment gérer ça? C'est difficile. Comment gérer ça? Une communauté qui n'est pas éduquée, ça veut dire que c'est toute une nation sous des menaces. Nous sommes, que tous les téléspectateurs m'en excusent, je n'aime pas être pessimiste. Je ne suis pas négatif. Mais la situation telle qu'elle se déroule aujourd'hui, c'est comme un véhicule qui est dans un tournant et qui est à 120 à l'heure. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce que vous avez observé? Cela veut dire qu'on va dans le décor. Si on ne fait rien, si la société ne se reprend pas, si on continue de dire les apprenants, les gouvernants doivent faire leur travail, et les syndicalistes doivent faire leur travail. Moi, en tout cas, moi, je suis là. Non, moi, je suis gouvernement. Moi, je suis syndicaliste. Moi, là, je suis ORTB. Je dois pouvoir contribuer partout où je peux dire un petit mot. Si chacun se comporte comme ça, la société va retrouver. C'est comme des vers qui volent en éclats. Et dans un truc numérique, là, on vous montre comment ça se reprend. Voilà. La société va reprendre sa forme initiale et ça va couvrir nos enfants parce qu'ils sont laissés à eux-mêmes. Vous avez parlé des enfants qui ont tout à leur disposition. Ils sont parfois plus dangereux que les enfants qui n'ont rien à manger. Ça, c'est vrai. Ils se croient tout permis. Ils peuvent vous dire « Hey, tonton, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je ne te comprends pas. » Ils peuvent vous avoir un ton très déplacé pendant que l'autre se croise les bras pour vous saluer parce que c'est ça qu'il a reçu comme éducation au village et il sait le supérieur mérite notre respect. Donc, c'est tout un problème pour la société. Et là aussi, les gouvernants ne doivent pas se dire c'est la liberté, c'est la démocratie, chacun est libre. Si on continue comme ça, on va droit dans le décor sans le moindre secours. Monsieur Sagbo, on a constaté aussi dans nos sociétés que
Les parents, de façon délibérée, choisissent de changer l'école, de changer d'école à leurs enfants. Et ce changement agit sur le rendement de l'enfant en fin de semestre ou en fin de trimestre. Et tout cela, est-ce que ce n'est pas à prendre en compte déjà dans les préparations de la rentrée? Oui, lorsqu'on veut construire l'hôpital de zone, l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi, on n'a pas pris des briques qu'on a mis par terre pour commencer à élever le mur. On a fait des études, on a cherché, est-ce que le sol est bon? Est-ce que ici c'est vraiment bon? Quel effet ça va avoir? Quelle est la rentabilité? Tout à fait. Le parent qui veut changer d'école à son enfant et qui le fait parce que juste il a un ami là-bas, ou bien parce que juste c'est une école devant laquelle il passe souvent, il ne faut pas qu'on change pour changer. Non, ça s'étudie. Qu'est-ce qui va arranger mon enfant là-bas? Il faut prendre en compte la distance. Il faut prendre en compte la compagnie, les compagnons de là-bas, la bonne ou la mauvaise compagnie. Il faut prendre en compte la qualité des enseignants. Il faut prendre en compte le cadre, les infrastructures. Il faut prendre en compte aussi la vie de l'élève ou de l'enfant. Parce que l'enfant peut dire, papa, vraiment là-bas c'est mieux. Quand vous cherchez à savoir pourquoi c'est mieux, c'est peut-être parce qu'il a un petit ami là-bas et ils vont manger, ils vont... C'est tout. Alors que là-bas, peut-être, il n'y a pas de grand rendement, il n'y a pas d'enseignants qualifiés. Pour lui, ce n'est pas ça qui est... Ce n'est pas sa préoccupation. Ce n'est pas son souci. C'est à vous, parents, de voir avec des renseignements et des enquêtes. Il n'y a pas que les agents secrets qui fassent des enquêtes. Nous aussi, on est habilités à faire des enquêtes. L'école là, mais ils sont formidables. Le châtiment corporel, c'est ça qui redresse tout le monde. Ainsi de suite. Là-bas, il n'y a pas de récréation où tout le monde est dehors. Non. Quelles sont les règles de discipline qui sont observées? Moi, j'en ai besoin pour mon enfant. Si vous dites, ah non, on ne doit pas gronder mon enfant. Là-bas, on gronde les enfants. Et vous sortez votre enfant de là, parce qu'on gronde les enfants. Et vous allez quelque part où tous les enfants sont libres. Vous allez regretter demain. Vous serez gros gens devant comme derrière. Et vous allez vous dire, si je savais. La rigueur et la discipline, c'est les premières conditions pour choisir un établissement. Les enseignants, les cadres, tous ceux qui sont là, c'est les secondes raisons. Les infrastructures, est-ce que pendant les pluies, on est obligé de déplacer tous les enfants? Mais ils ne seront pas posés pour travailler. Donc il ne faut pas faire de la fantaisie en changeant d'établissement juste parce que le kaki, la tenue, l'uniforme est joli là-bas. Non. Ça, c'est pas bon. On espère qu'il n'y en aura pas d'établissements qui appliqueront le châtiment corporel, puisque nous le savons déjà que c'est proscrit. Mais ce sur quoi j'ai voulu encore mettre l'accent avec vous, c'est quel est le type de relation qu'il doit avoir entre les parents et l'école à cette veille de la rentrée. Voilà un problème très important. Il y a des parents qui ont mis leurs enfants à l'école le 1er octobre et qui ne sont plus repartis dans cet établissement jusqu'à la fin de l'année. Même pas seulement jusqu'à la fin de l'année. L'enfant a commencé la 6e et ce n'est qu'en 3e qu'il y a eu problème. Et c'est là que le parent a mis pied pour une seconde fois dans l'établissement. C'est pas possible. Lorsque je mets mon enfant dans son école, lui et moi, lui directeur, ou bien lui censeur, ou bien lui le maître, et moi, nous sommes condamnés à échanger régulièrement. Je peux même venir dans l'école à l'insu de mon enfant. C'est ça. Ou alors, je viens pas à son insu, je viens dans l'école, pas forcément pour aller le voir et savoir comment il se porte, mais je viens pour demander à ses maîtres, à son directeur, à son censeur comment il se comporte. Parce qu'il peut sortir de chez vous avec son kaki bien lavé, tout le sac à main, sortir de là, faire le détour et changer de kaki, changer de tenue, rentrer dans un nouveau groupe. Il va à 8h, il revient à 12h30. C'est bien l'heure de sortir. Absolument. Alors qu'il n'a même pas mis pied dans cette école-là depuis 8h. Si vous n'y allez pas pour savoir ce qui se passe, c'est quand les pots seront totalement cassés qu'on va vous inviter pour un conseil de discipline. Et vous allez dire, mais non, c'est pas possible, mon enfant n'est pas comme ça. Mais il sort toujours de chez moi avec son kaki, son uniforme, ceci. Non, les enfants nous dupent parfois et on y croit. Donc, la relation parent, administration de l'école, cette relation est incontournable. Non seulement pour le suivi, mais aussi pour fouetter un peu l'ardeur de l'enfant. Parce que quand il voit que son parent, mon enfant constate que moi, son papa et le directeur,
Nous nous voyons souvent à l'école, il va commencer à se poser des questions. Est-ce qu'on ne parle pas de moi? Ou bien si je fais quelque chose, on risque, mon père sera au courant. Quand c'est comme ça, il est canalisé. Mais si vous n'y allez pas du tout et vous dites, bon, je l'ai déjà mis à l'école, il n'est pas au primaire, il est assez grand. Aucun enfant n'est assez grand. Jusqu'à 60 ans, moi je suis encore bébé pour ma maman. Vous voyez? Vous nous avez parlé de la relation entre les parents et l'école. Mais vous avez fait de mettre l'accent sur le type de renseignement qu'il doit avoir à la maison, à l'extérieur et même dans le cadre d'éducation pour pouvoir apprivoiser, avoir la même mise sur votre progéniture. Oui. C'est capital, le type de relation, si je comprends bien votre question. Les renseignements. Comment gérer les renseignements? La façon dont les informations recoupées sur les comportements de vos enfants en votre absence à l'extérieur qu'à la maison, ou bien à l'intérieur de l'établissement qu'à l'extérieur de l'établissement. Évidemment, si en tant que parent, vous ne vous intéressez qu'à ce qu'il faut aller chercher pour apporter à manger aux enfants et à la famille, et que plus rien d'autre ne vous intéresse, vous allez tomber dans le mur. Mais en tant que parent, il faut forcément que vous cherchiez à vous renseigner sur le comportement de votre enfant ou de vos enfants. Quand vous venez à l'école pour demander des renseignements, on est très heureux d'accueillir Monsieur Tan, qui est le père de Tan. Comment se comporte Pierre à l'école? Ah, papa, vraiment, il est magnifique. Ou bien, ah, vous avez bien fait d'arriver, mais il est trop turbulent, il est ceci. Et là, vous comparez avec l'enfant que vous avez à la maison. Et cet enfant, oui, vous observez forcément. Il n'y a pas question d'agir automatiquement. Non, pas du tout. C'est parce qu'on vous a dit que votre enfant a giflé un de ses camarades, qu'arrivé à la maison, vous aussi, sans lui poser de questions, vous le giflez. Non, c'est pas bon de gifler. Mais il peut se passer qu'il ait eu totalement raison de gifler. La seule chose qu'il faut lui interdire, c'est la violence. Maintenant, si on lui a dérobé son sac, si on a pris un compas pour le piquer, cela lui a fait mal et que sa réaction a été la gifle, c'est pas la gifle qu'il faut voir. Donc il faut être pondéré, il faut prendre son temps, il faut chercher à savoir. Il faut même faire semblant d'être le meilleur ami de celui qui a giflé pour comprendre beaucoup de choses. J'ai un exemple que je donne très souvent. Pendant toute ma carrière, je n'ai jamais frappé un enfant parce qu'il dormait en classe. Alors que le règlement intérieur l'interdit. Mais je me dis, un enfant qui est dans la classe, il sait que ce n'est pas chez lui, ce n'est pas la maison où on peut dormir. Et il dort. Cherchez à le savoir, allez vers lui, cherchez à l'amadouer. Il s'attend peut-être à ce que vous le tabassiez parce que vous êtes l'autorité. Et si vous ne le faites pas, il se dit, ce monsieur me comprend, je vais me confier à lui. Et c'est là que vous allez découvrir peut-être qu'il est chez une marâtre qui le maltraite jusqu'à 2h du matin. C'est lui qui est le dernier à se coucher, le premier à se lever. Et quand il arrive à l'école, il est totalement fatigué. Vous voyez ce que vous auriez pu faire comme tort si vous aviez tabassé cet enfant parce qu'il dormait. Et quand vous cherchez comme ça à travailler ces enfants, ils se disent, je ne vais jamais décevoir ce professeur parce qu'il m'a compris. Même si le sommeil le prend, il fait des efforts, il fait tout. Et il se confie à vous, vous aurez sauvé une âme plutôt que d'être rigoriste au lieu d'être rigoureux. Alors justement, vous abordez ainsi l'aspect de la relation de l'enseignant, la relation que l'enseignant doit avoir avec l'apprenant. Absolument. Alors au-delà de chercher à comprendre quels sont les autres rôles qui sont dévolus à l'enseignant vis-à-vis de l'apprenant. J'avoue que vous avez du tact dans vos questions. On est pratiquement en train de faire une conférence nationale sur l'éducation, mais c'est vrai. Quand l'enseignant considère que lui, il est professeur, chargé, imbu de tous les pouvoirs, et que là-bas, il y a un enfant qu'il faut redresser tout le temps, et que c'est la rigueur, ça ne marchera pas. Il faut que l'enseignant se dise, je suis le grand frère de ce jeune homme. Ça dépend évidemment des classes. Si j'ai des élèves de CE2 ou bien CM1 et que j'ai 70 ans, je ne dirai pas que c'est mes petits frères. Ce sont mes enfants, mes petits-fils. Il faut que l'enseignant considère l'apprenant soit comme son petit frère, quand c'est déjà au secondaire, soit comme son enfant ou même son petit-fils. Là encore, c'est déjà bon. Dans le cadre des filles, si vous ne considérez pas la fille élève comme votre fille,
et que vous la voyez parce qu'elle est toute ronde, toute dodue, vous vous dites, bah ça c'est un beau gigot. Toute séduisante. Mais là, vous avez des problèmes. Parce que vous allez dépasser le stade de père et fille pour entrer dans le stade de homme et fille, ou bien jeune homme. Et là, au lieu de regarder la fille pour voir ce que sa tête peut donner à elle et à sa famille, vous allez regarder plutôt vers le bas pour voir ce qu'elle peut vous donner. Et là, c'est la catastrophe. Mais quand vous prenez tous les enfants comme vos enfants, vous vous dites, on m'a confié ces enfants. Je suis leur père. Leurs parents vont dire un jour, oh vraiment le maître il est bon, le professeur là il est bon, il a bien serré les enfants parlent très bien de lui. Vous allez vous créer une aura formidable. Tout le monde dira, c'est un professeur vraiment bien. L'État aussi et la nation vont en profiter parce que vous aurez formé et formaté des gens qui sont prêts pour le développement de la nation. Les relations enseignants-apprenants, c'est des choses qu'il faut, je crois, réapprendre à beaucoup d'enseignants. Lorsque nous étions formés, nous, en tant que professeurs certifiés, psychopédagogues, lorsqu'un enfant sourit, on sait ce qu'il y a dans son sourire. Lorsqu'un enfant a la mine renfrognée, on sent ce qu'il y a dedans parce qu'on a fait la psychopédagogie. C'est ça. Mais tout le monde n'a pas eu cette chance aujourd'hui. C'est pour cela qu'il faut trouver des occasions pour faire des genres de séminaires, pour que les jeunes enseignants qui n'ont commis aucun péché pour devenir enseignants, qu'on puisse les formater pour qu'ils comprennent comment gérer l'homme là en herbe. Parce qu'un enfant, c'est un homme en herbe, un ministre en herbe, un président en herbe. Voilà. Ma toute dernière question, M. Sabo, le temps est vite parti. Absolument. Quel type de, puisque vous êtes aujourd'hui un enseignant à la retraite, vous êtes bien placé pour suggérer quelque chose aux responsables d'établissements d'enseignement public qui acceptent les transferts sans autre forme de vérification? On va dire de façon générale quels sont les conseils que vous avez à donner aussi bien aux enseignants, aux parents et même à l'apprenant. On va finir là-dessus. Oui, mais Arnaud Zemmour, laissons M. Sabo aller. La gestion des combines qui amènent des élèves. On n'a plus assez de temps, Arnaud, pour en parler. Allez-y, M. Sabo. C'est-à-dire il faut que tout le monde soit suffisamment patriote, responsable, homme de principe ou femme de principe, assez rigoureux. Rigueur n'est pas rigosité. Assez sévère. Sévérité n'est pas méchanceté. Que ce soit le père, la mère, l'enseignant, que tout le monde se dise, nous avons à prendre en main du savon mouillé qu'il ne faut pas trop serrer parce que ça va fondre dans votre main, mais qu'il ne faut pas garder aussi n'importe comment. Ensuite, aujourd'hui, pour vous satisfaire, il y a un système dans les écoles qui permet de suivre correctement tous les élèves, de sorte que si vous venez avec un faux bulletin pour un transfert avec 12 de moyenne, si je contrôle dans EducMaster, je sais si l'enfant n'a jamais eu 8 de moyenne. Donc ce contrôle aujourd'hui, la magouille à ce niveau est très difficile à faire pour ceux qui y sont habitués. Donc je voudrais dire à tout le monde, si vous le souhaitez, qu'il faut faire en sorte que demain, moi je suis heureux d'avoir été enseignant, de continuer de l'être, puisque aujourd'hui encore, je suis à la tâche. Depuis environ un mois, j'ai pris les rênes d'un autre établissement. Je suis heureux d'être enseignant, mais je serai heureux si demain l'Éternel me ramène à la vie après ma mort pour dire qu'est-ce que tu choisis. Je vais dire encore automatiquement enseignant, même s'il n'y a pas gros. Vous avez beaucoup de choses à partager. Absolument, c'est ça justement l'enseignement. Merci. Merci à vous, professeur Toussaint Sabo Fanou, d'être passé sur ce plateau. Arnaud Adadia, merci. Vous avez eu quand même votre réponse avec monsieur. Pas totalement, parce que j'en ai vu des élèves qui ont tabassé des responsables. Oui, mais EducMaster règle ce problème désormais. Non, pas totalement. EducMaster existait, mais pour... Arnaud Adadia, ce sera tout pour Week Echo de ce dimanche. On va se retrouver dimanche prochain pour le même exercice. En attendant, retrouvez cette émission sur le site de l'ORTB le 3, www.ortb.bj, également sur la page Facebook de Bénin Business 24 et de votre émission Week Echo. Merci à toutes et à tous. À bientôt.